Le grand 2 de ce chapitre porte sur la Renaissance à travers les arts. Donc vous pouvez ouvrir votre manuel, page 122-123, et on va se poser la question de la Renaissance artistique, donc le reflet artistique de l'humanisme, en quoi il s'agit d'une rupture dans la vision et dans la représentation de l'homme. La question du manuel, elle est plus simple, c'est en quoi la Renaissance constitue-t-elle aussi un tournant artistique. Alors c'est des choses que vous avez déjà vues au collège, que vous connaissez un petit peu. Donc on va approfondir un petit peu, mais assez rapidement pour ce grand 2. Les peintres et les sculpteurs de la Renaissance privilégient le portrait et s'inspirent beaucoup de la mythologie, des sujets antiques qui permettent d'exalter le caractère et la beauté de l'homme. Donc toujours l'homme au centre de la réflexion, au centre des œuvres, avec cette fois dans l'art donc des techniques renouvelées, la perspective, la géométrie, des jeux de lumière qui vont être très différents par rapport aux œuvres du Moyen Âge. Et ça, on va le voir notamment dans le grand art, le PPO, qui porte sur Michel-Ange et la réalisation de la fresque de la chapelle Sixtine en 1508. Donc il s'agit du dossier du manuel, page 130-131, que vous pouvez tout de suite prendre sous les yeux. Alors Michel-Ange peint le plafond de la chapelle Sixtine. On va lire donc l'introduction. En 1508, le pape, qui s'appelle à ce moment-là Jules II, décide de confier la décoration de la chapelle Sixtine au Palais du Vatican à Rome à Michel-Ange. L'artiste, jusque-là surtout renommé pour ses talents de sculpteur, se met au travail malgré les difficultés de l'ouvrage, puisque en effet il doit peindre en perspective sur une voûte de 40 mètres de long et 13 mètres de large à 20 mètres du sol. Donc ça lui prend un certain temps. Et les travaux s'achèvent en 1512. Alors en quoi cette fresque est-elle un chef-d'œuvre de la Renaissance? Donc c'est la question que l'on pose principalement dans ces documents. Et en fait, ce que je vous demandais de faire, c'était de montrer dans un petit paragraphe, mais assez court finalement, d'après tous les documents du manuel, 1, 2, 3, 4, page 130, en quoi cette fresque est-elle une œuvre majeure et emblématique de la Renaissance. Vous pouvez aussi faire l'itinéraire 2, donc je corrigerai pas dans cette vidéo-là, mais qui peut être aussi intéressante pour se mettre dans la peau d'un guide du musée du Vatican à Rome et commenter la fresque de la voûte de la chapelle Sixtine en donnant toutes les informations nécessaires à la compréhension de l'œuvre, mais aussi en remettant cette œuvre dans son contexte historique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Michel-Ange, de son vrai nom Michelangelo Buonarroti, qui est né en 1475, est alors un artiste florentin assez reconnu pour son talent, comme Raphaël, par exemple, ou Léonard de Vinci, qui sont d'autres artistes très connus de la Renaissance. À cette époque, les artistes vivent grâce aux commandes des grands mécènes de l'époque, qui leur offrent donc de l'argent, mais aussi une protection en échange de leurs œuvres. Le terme de mécène, vous l'avez dans le vocabulaire de la page 122. On vous définit le mécénat, qui est indiqué comme étant une protection et financement donné aux artistes, savants ou hommes de lettres par des souverains, les papes par exemple, ou de riches personnages, qu'on appelle donc les mécènes. Donc c'est un mot important à connaître, une notion importante pour cette période de la Renaissance. On vous dit aussi que le mot mécène vient du nom du conseiller de l'empereur romain Auguste au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Maecenas, protecteur des écrivains, des artistes et des savants. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire sur les documents, vous avez sur le diaporama donc une reproduction du plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Alors ça c'est après. Que vous avez en de meilleure qualité quand même sur le document 4, page 131. Et puis vous avez un ensemble des documents que je vous laisse regarder puisqu'ils ne sont pas sur le diaporama. Donc Michel-Ange représente sur ce plafond de cette chapelle des scènes religieuses, d'abord, illustrant la Genèse. La Genèse étant la toute première partie de la Bible. J'espère que vous le savez, je crois qu'on en avait déjà parlé.
mais il y ajoute une inspiration antique, donc ce qui est assez emblématique de la Renaissance, puisqu'il représente par exemple des prophétesses de l'Antiquité. Cette inspiration se traduit aussi par la manière dont il représente les corps humains proches des sculptures de l'Antiquité et redécouvertes grâce aux premières fouilles archéologiques à cette époque. Donc c'est vraiment à la fois dans l'inspiration de l'Antiquité et aussi dans la technique de la façon dont il reproduit, dont il représente les corps humains, que on peut vraiment caractériser cette œuvre comme étant une œuvre emblématique importante aussi de la Renaissance. Et cette volonté se traduit aussi par l'expérimentation du réel, puisque Michel-Ange s'intéresse de près aux dissections anatomiques et utilise toutes les techniques et les savoirs à sa disposition pour créer son œuvre. Donc c'est ce qu'on vous explique, enfin ce que expliquait le peintre et architecte italien Giorgio Vasari dans le document 3, Michel-Ange, un artiste complet, euh, qui dit par exemple, donc à la toute fin du deuxième paragraphe, pour arriver à la perfection absolue, il pratiquait abondamment les dissections anatomiques pour repérer les attaches, les ligaments des os, des muscles et des nerfs. Donc ça c'est aussi un aspect de la Renaissance qui va, vous voyez, c'est le pendant de l'humanisme, hein. On remet l'homme au cœur de toute l'attention, de toute la réflexion. Ça va donc avec à la fois une pensée du perfectionnement de l'homme par le savoir, comme on a vu dans le Grand 1. Ça va avec une représentation du corps humain. Et ça va aussi avec une curiosité et donc aussi des progrès dans la connaissance du corps humain qui vont aussi donner des progrès dans la médecine, par exemple. Donc ça, c'est important de faire les liens entre tout ça. La Renaissance, souvent, on l'associe uniquement aux arts. Or, il y a vraiment un aspect beaucoup plus global à cette période. En ce qui concerne donc le grand B, donc des innovations artistiques et une créativité technique plus généralement, donc je vous avais juste donné des liens vers des vidéos en vous demandant de les résumer brièvement. Bon, moi, j'ai pas forcément fait de résumé. Je pense que c'est surtout important de se souvenir de certains aspects d'un point de vue technique. Donc, par exemple, que les clés de la Renaissance artistique sont la recherche de réalisme, donc comme on l'a vu aussi sur la Chapelle Sixtine. L'utilisation de la perspective. Alors ça, on vous l'explique un petit peu plus après dans le commentaire des deux œuvres qui suivent. La recherche de lumière qui est particulière, qui va aussi avec la perspective, puisqu'on expérimente des nouvelles techniques et ça permet de donner de la profondeur aussi au tableau, des nouvelles techniques donc et de nouveaux sujets. Alors on vous parle enfin on vous fait un petit commentaire de Vénus de Botticelli, mais aussi du portrait de François Ier. Donc je vous invite à être assez attentif à ce commentaire-là, puisque François Ier, c'est le roi qui va aussi inaugurer le chapitre prochain sur l'affirmation de l'État et justement l'affirmation de l'autorité royale qui passe par plein d'autres choses, mais qui passe aussi par la pratique du portrait du roi. Et, euh, et donc, on voit dans ce tableau un certain nombre d'attributs de l'autorité royale, qui ne sont pas forcément commentés ici, mais qui vous permettent comme ça une première entrée dans le chapitre suivant. La deuxième vidéo est plus générale, hein, vous donne une vision plus globale de ce qu'était la Renaissance, bon, avec tous ces aspects qui soient artistiques, techniques, mais aussi on vous parle de la réforme religieuse dont on va parler après dans le Grand 3. Et des choses qu'on a aussi déjà vues, par exemple les voyages d'exploration vers le Nouveau Monde, ainsi que les découvertes astronomiques à partir des recherches de Copernic. Et c'est vrai que la Renaissance, c'est un moment de redécouverte de l'homme, mais aussi un moment de meilleure connaissance, d'exploration du monde, de la Terre, de ce qui entoure l'homme. Alors pour les aspects religieux, donc on va passer au grand 3 sur la prochaine vidéo, la division du christianisme dans le contexte de la Renaissance.